j'étais dans un régiment très pointu de l'armée française, hein. Moi, quand je suis parti en mission, la première fois, j'avais 20 ans. Je l'ai revendu 695 000 euros. Je été le dernier de ma classe et tout, hein. Je viens de méga loin. Maintenant, j'ai même envie de racheter mon école, mon lycée, tu vois. Juste pour montrer que c'est moi le king, tu vois. Salut à tous, c'est Martin de Concierge 8. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo en compagnie de David. Merci David pour ta participation. Comment tu vas? Merci à toi, Martin. Merci à toi. Bah, ça va super Ouais, et toi? ça va super. Alors du coup, pour cette vidéo, c'est vraiment une interview podcast où je vais te poser quelques questions. On va s'intéresser vraiment à ce que tu fais parce que David, il a un parcours qui est quand même très atypique, un parcours à succès justement dans l'immobilier, dans l'activité de marchand de biens, qui est une activité d'achat-revente. On va pouvoir en parler un petit peu après. Et l'objectif justement de cette vidéo, c'est de retracer tout ton parcours pour que tu puisses nous expliquer comment est-ce que tu as fait, où est-ce que tu en es actuellement pour que les personnes qui regardent cette vidéo puissent s'inspirer justement de ce que tu as fait et potentiellement suivre, enfin essayer de suivre le même chemin que toi. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où est-ce que tu viens, etc. Ouais, bien sûr. Alors moi, c'est David Villain, j'ai 32 ans à l'heure où on tourne cette vidéo. J'ai 2 enfants et j'habite sur la Côte d'Azur du côté de Cannes. Alors j'ai pas toujours habité à Cannes, je viens de la région grenobloise dans les Alpes. Et j'ai commencé, alors pour être rapide hein, sur mon parcours, j'ai pas fait d'études, très peu d'études du moins. J'étais dans le génie civil, donc dans le bâtiment, pour être architecte ou conducteur de travaux d'ailleurs. Et après le bac, je suis parti à l'armée, j'ai fait 5 ans d'armée. J'étais tireur d'élite chez les parachutistes d'infanterie de marine dans l'armée française. J'ai fait 5 ans d'armée. Je suis parti plusieurs fois en mission, j'ai fait plein de choses à l'armée et après mon contrat de 5 ans, j'ai décidé de rejoindre la vie civile. Et de là, j'ai beaucoup vadrouillé, j'ai beaucoup travaillé en montagne parce que je viens des Alpes, donc j'ai beaucoup travaillé en montagne dans la restauration notamment, j'étais serveur dans des chalets et ainsi de suite. Et petit à petit, je suis retourné dans le bâtiment, donc j'ai travaillé sur les chantiers en tant que cordiste. Cordiste, pour la petite histoire, c'est les personnes qui sont pendues à des cordes et qui nettoient des carreaux sur les immeubles. Ou sinon, moi, j'étais surtout en falaise où je forais les falaises. Je faisais des gros trous dans les falaises pour mettre des gros filets. On appelle ça des filets anti-sous-marins pour éviter que la roche tombe. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et cette même entreprise m'a laissé l'opportunité de passer conducteur de travaux. Donc j'ai été conducteur de travaux dans cette boîte. Voilà pour le parcours. Et j'ai commencé à investir dans l'immobilier locatif. Donc j'avais un CDI, j'avais une situation plus ou moins stable. J'ai investi dans l'immobilier locatif et ensuite je suis passé marchand de biens. Ok, d'accord. Et c'est vrai qu'entre le monde du salariat où tu bossais en tant que conducteur de travaux et l'investissement, il y a quand même encore un monde qui est différent. Et pourquoi est-ce que tu as commencé à investir justement? Alors, j'ai commencé à investir pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsque j'étais à Chamonix, en station de ski, et je travaillais comme serveur, je travaillais dans un chalet de luxe qui accueillait c'est une personne, c'est un mec de 80 ans qui avait monté plein de petits chalets à Chamonix et il louait chaque chalet à la nuitée. Et il y avait de la restauration, donc je servais les personnes. Et il y avait des personnes qui avaient mon âge, voire un peu plus, mais en tout cas qui prenaient des nuitées à 700 euros. Et moi, je savais pas comment ils avaient cet argent-là. Je sortais de l'armée et puis moi, je faisais 1600 euros par mois à cette époque-là à peu près avec mon salariat. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions, à leur poser des questions. Comment ça se fait qu'ils avaient autant d'argent, enfin qu'ils pouvaient mettre 700 euros dans une seule nuit et ainsi de suite. Donc, l'idée un petit peu de réfléchir à comment gagner de l'argent, comment gagner plus, a commencé un petit peu à me trotter à ce moment-là. Et voilà, et ensuite j'ai regardé tout bonnement sur Internet comment être riche en 2017, 2018, sincèrement, hein. Ouais. Ça s'est fait comme ça. Et j'ai vu beaucoup de choses, bourse, trading, machin, ainsi de suite. Et immobilier. Et que je m'en souviens quand j'étais à l'armée, donc quand j'avais 18 ans, 19 ans, j'avais déjà réfléchi, j'avais un pote qui avait déjà acheté un appartement qu'il louait à Toulouse. Et j'en avais parlé à ma mère, j'avais dit, maman, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que je fasse un crédit pour l'immobilier? Elle m'avait dit, non, garde ton argent, tu verras plus tard. Bon, du coup, j'ai acheté une grosse voiture de sport que j'ai revendue bien moins cher plus tard, j'ai un peu perdu d'argent. Donc voilà, déjà, et en fait, ça s'est revenu un petit peu à la surface. Je me suis dit, ah, l'immobilier locatif, pourquoi pas, ça peut être intéressant, je peux investir, et puis plus tard, je pourrais avoir de l'argent, et ainsi de suite. Je savais pas encore qu'on pouvait gagner de l'argent instantanément avec du locatif, hein, avec un excédent de revenus. Et ensuite, ben, je me suis formé. Ça veut dire que je me suis dit, ok, je sais pas du tout comment on fait. Donc je suis allé chercher l'information. Voilà. Ok. C'est smart parce que c'est vrai que la plupart des personnes qui vont voir des vidéos sur Internet, on voit qu'il y a deux types de comportements par rapport à ça. On se dit on veut devenir riche, soit on voit des mecs qui font des vidéos sur YouTube qui expliquent comment est-ce qu'on fait, auquel cas on peut dire c'est des scammers, et là on s'arrête complètement là, et ça bloque la porte derrière à créer des business qui potentiellement peuvent marcher. Et toi tu as eu l'esprit où tu t'es dit ok, je veux gagner de l'argent grâce à l'immobilier, j'ai regardé des vidéos, très vite je comprends que j'ai pas de compétences et de connaissances, et bah, je vais me former pour pouvoir justement comprendre comment ça marche pour après investir. Et au niveau du premier investissement, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Ouais, c'était sur Grenoble, la ville où j'habitais.
J'ai acheté un appartement qui était destiné à la colocation. Donc j'ai acheté une vieille colocation, il y avait 3 chambres, tout pourri l'appartement, vraiment, c'était limite insalubre. Il y avait 4 jeunes qui vivaient dedans, les loyers étaient pas très élevés. Et du coup, moi j'ai acheté ce bien-là, je l'ai acheté pour information 115 000 euros. J'ai fait à peu près 50 000 euros de travaux. Et je crois qu'il m'est revenu à 100, je crois que j'ai fait un crédit à 189 000 euros avec les frais de notaire, l'achat du bien, les travaux et ainsi de suite. Et c'est un appartement que j'ai loué par la suite en colocation. J'ai fait 4 chambres, voilà, qui me rapportait à peu près 2200 euros par mois en colocation. Et très rapidement, au bout d'un an, peut-être même pas, je l'ai passé en Airbnb. Donc là, je l'ai encore, cet appartement d'ailleurs, il tourne en Airbnb à 100%. Voilà. Ok, donc en plus du marchand, du coup, tu fais de la location courte durée, tu as des investissements en location normale, j'imagine. Plus, Ouais, exactement, exactement. très bien. Il me reste plus beaucoup, mais en tout cas, j'en ai revendu pas mal, mais ouais. Ok, trop bien. Et est-ce que tu peux me, peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, rapidement expliquer ce que tu fais, donc ton activité principale actuellement qui est le marchand, et qu'est-ce que c'est le marchand de biens? Ouais, pour faire simple, le marchand de biens, c'est de l'achat-revente de biens immobiliers. Pour faire très court, on achète de l'immobilier, donc ça peut être appartement, villa, maison, immeuble, terrain, ça peut être part de SI, locaux commerciaux et j'en passe. On achète cet immobilier et le but c'est de le revendre, mais le revendre plus cher, de sorte à dégager une marge en fait, et cette marge-là, ben, elle va nous servir soit à vivre en partie, ou soit à réinvestir dans un autre projet. Pour revendre plus cher, il y a plein de stratégies. Soit on achète très bien et on revend au prix, donc on fait notre marge. Soit on fait des travaux, soit on divise, soit on découpe, soit on crée des choses. Voilà, on apporte de la valeur généralement. C'est ce qui nous fait revendre plus cher. C'est ça un marchand de biens. Et on exerce à titre au sein d'une société, une société de marchand de biens. Donc voilà, c'est une activité qui est réglementée et il faut faire les choses un peu dans les règles de l'art parce qu'on ne peut pas faire les choses comme on fait du locatif, ou qui peut être un peu plus borderline de temps en temps. Maintenant, c'est bien cadré parce qu'on a une activité professionnelle. Bien sûr. Et c'est vrai que au niveau de l'activité de marchand, ça reste un business dans l'immobilier comme il en compose plusieurs. Il y a la conciergerie, en partie, nous, c'est ce qu'on fait. La sous-location, il y a l'investissement locatif. On va avoir plusieurs types d'investissements. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi est-ce que je devrais commencer par le marchand si je me lance dans l'immobilier en 2024 et même en 2025? Alors, le marchand, c'est... Je dis pas forcément, moi, qu'il faut commencer par le marchand, parce que je reste centré dans ce que je dis. Il y a plusieurs choses. D'avoir déjà une petite expérience dans l'immobilier, ça peut être pas mal avant de se lancer dans le marchand de biens en tant que tel. On peut faire son expérience de différentes manières, notamment avec du locatif qu'on va acheter en perso, en nom propre, ou sinon en faisant de l'achat-revente en nom propre, notamment avec une résidence principale ou une résidence secondaire qu'on va acheter puis revendre, avant de créer sa structure de marchand de biens. Parce qu'une marchand de biens, donc marchand de biens, c'est à travers une société, on est d'accord, hein. Et du coup, ben, il va y avoir quand même, voilà, faire tourner une boîte, ça demande pas mal de connaissances et c'est pas la même structure. Voilà. En revanche, pourquoi l'achat-revente plutôt que du locatif? Ça, je peux faire un parallèle là-dessus. Le locatif, on va s'endetter en perso. L'endettement, bah, on peut vite être plafonné à 35% d'endettement, ce qui peut être compliqué pour acheter sa résidence principale ou pour continuer à acheter du locatif. Et les revenus, malgré tout, ils peuvent être assez limités. Ça veut dire qu'on peut facilement avoir 2 000 à 3 000 euros de revenus locatifs par mois, même plus. Je ne sais pas combien vous avez vous, mais en tout cas, ça peut être plus que ça. Le marchand de biens, on va avoir de la plus-value qui va être potentiellement plus importante sur une seule opération. Et on va pas cramer sa capacité d'emprunt. Voilà, on va acheter et revendre. Donc, la différence, elle est là. On peut faire de l'achat-revente et pour autant, on peut faire du locatif à côté ou on peut acheter sa résidence principale parce que ça va pas impacter notre, euh, notre imposition. Ouais, bien Notre sûr. imposition, comment on appelle ça? Notre capacité d'emprunt. Voilà, pardon. Ok, c'est vrai qu'en fait, du coup, l'avantage du coup, que là je perçois par rapport à l'investissement locatif, c'est que forcément, on va toucher plus d'argent d'une traite si l'opération est bien réalisée, parce qu'on peut prendre un gros billet dans le cas où est-ce qu'on fait une opération d'achat-revente, par exemple, sur une résidence principale, il y a zéro impôt. Là, on peut récupérer peut-être 50, 100, 150 000 d'un coup si on fait une belle OP. Et en plus de ça, le fait qu'on vende, j'imagine qu'on liquide le prêt immobilier, ce qui fait qu'au final, on n'a pas de prêt. Et une fois qu'on a vendu bien, c'est comme si notre capacité d'emprunt elle était nulle au final, elle est à zéro. C'est ça. Ouais, exactement, tout à fait. Exactement. Et toi, justement, avant de créer ton activité, donc ta société de marchand de biens, est-ce que tu as passé des opérations en perso? Et si oui, c'était quel type d'opération? D'achat-revente en perso, tu veux dire?
Ouais, avant de créer ma société de marchand de biens, j'ai fait une seule opération d'achat-revente en nom propre et c'était ma résidence principale. C'était une maison que j'ai achetée 210 000 euros. J'ai fait 200 000 euros de travaux. C'est un projet qui m'est revenu à 450 avec les frais de notaire, l'achat et les travaux. 450 000 euros et je l'ai revendu 695 000 euros. Donc j'ai fait 250 000 euros de plus-value nette sur l'opération, Ok. sur la première Zéro. OP de marchand. Zéro impôt parce que on n'est pas imposé sur la plus-value de notre résidence principale en France encore au moment où on fait la vidéo. Ouais, bien sûr. Ça peut peut-être J'ai vu changer. ça. Je voulais peut-être un peu passer à 30% si vous avez détendu. Ils aimeraient, mais ça fait des années qu'ils veulent le faire, hein, ils aimeraient imposer les plus-values sur les RP. Si on détient notre résidence principale depuis moins de 5 ans. Ok. Enfin, il y a quelques subtilités, voilà. Mais de quoi? Comment est-ce que tu as réussi justement à faire en sorte d'avoir une plus-value de 200 000 euros? J'imagine que tu as apporté quelque chose au bien. Ouais, j'ai acheté une maison assez toute pourrie en fait. Elle était de 1990, pas très vieille. Mais vraiment, la dame qui habitait dedans, elle s'était séparée avec, ça avait divorcé de son mari. Son mari était violent, je pense. Il avait cassé les murs, il avait cassé des portes. Enfin, c'était très 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 sale. Elle avait, je pense, Ouais, c'était très très sale. Tu rentrais dans l'appartement, ça sentait extrêmement mauvais. C'était très sombre. Maison, de la tapisserie déchirée de partout, des portes cassées. Très bizarre. La femme était tout le temps sur le canapé, un peu dépressive. Enfin, voilà, tu rentrais, c'était pas du tout accueillant, tu vois. Et la maison faisait 100 mètres carrés. Et il y avait 100 mètres carrés en sous-sol semi-enterré. Ça veut dire qu'en fait, il y avait 100 mètres carrés plus 100 mètres carrés de garage. Donc 100 mètres carrés habitables et 100 mètres carrés de garage avec une belle hauteur sous plafond. Voilà. Et la dame, elle vendait 100 mètres carrés de maison plus 100 mètres carrés de sous-sol, quoi. Donc elle vendait 200, je sais pas, 240 000 euros peut-être. Et moi, j'ai négocié légèrement. J'étais le premier à visiter, donc j'ai pas été trop fort sur la négo. Je l'ai acheté à 210 ou 215. Et voilà, donc j'ai acheté, en fait, moi j'ai vu la plus-value, c'est qu'il y avait une super vue sur les Alpes, il y avait une vue panoramique à 180, à 180 degrés sur la chaîne de montagne des Alpes, et surtout qu'on pouvait exploiter le sous-sol. Ça veut dire que j'ai acheté une maison de 100 mètres carrés, je rénovais les 100 mètres carrés, mais j'aménageais aussi en habitation le sous-sol. Avec une super vue, il fallait faire un gros aménagement à l'extérieur, mais en tout cas je faisais quelque chose de très sympa. Et c'est ce qui m'a emmené, bah voilà, c'est ce qui m'a fait acheter cette maison, et j'ai revendu 200 mètres carrés de maison très très jolie avec une vue de fou. Donc les personnes qui visitaient, c'était gros coup de cœur parce qu'on rentrait dans le salon, la baie vitrée a été vachement agrandie pour quand on rentre, on a l'impression d'être dans les montagnes. Et voilà, avec des prestations, j'ai mis une piscine, j'ai mis une salle de cinéma, j'ai rajouté un T2, j'ai fait 4 chambres plus un T2, et puis des belles prestations, des prestations de qualité. Donc en fait, voilà. Ok. Et là, du coup, dans l'optique, j'imagine, dans lequel tu es parti quand tu es rentré dans l'opération, c'est que tu savais avant d'acheter que tu voulais revendre, j'imagine. Alors non, déjà il faut savoir que lorsque tu achètes une résidence principale et que tu la revends, il ne faut pas que tu aies l'intention de faire de l'argent pour la revendre. Bien évidemment que je savais très bien qu'elle valait plus cher cette maison-là, mais en tout cas voilà, c'était pas, on voulait y habiter et ensuite on a pris la décision de vendre cette maison, mais on savait très bien qu'elle valait plus cher que Ok. ce qu'on avait acheté. Et là, justement, ça m'intéresse parce qu'il y a tout un processus derrière où ça peut faire peur, je pense, pour la plupart des gens de se dire j'achète une maison de 200 000 euros, je connais pas grand chose en travaux, je rajoute 200 000 euros de travaux, ça fait un investissement de 400 000, ça fait quand même une mensualité qui peut être assez élevée si on emprunte sur 15, 20 ou même 25 ans. À ce sujet, c'est quoi ton process pour savoir avant de rentrer dans un bien, avant d'acheter un bien et de réaliser les travaux, que tu sais que tu vas être rentable quand tu vas vendre? Alors, c'est une très bonne question. Moi, ce que je fais souvent, c'est que, enfin, j'achète des fois des logements qui ne sont pas dans mon secteur. J'ai une stratégie qui peut être particulière pour tout ce que je mets en place actuellement. Et du coup, j'achète des fois des logements qui ne sont pas dans un secteur que je connais. Donc, je vais partir de cet exemple-là. Si une personne veut s'intéresser à l'immobilier dans son coin et qu'elle ne connaît pas vraiment son marché et qu'elle a une visite, par exemple, cet après-midi, eh bien, elle va pouvoir, avant la visite, d'ailleurs c'est bien de le faire, analyser un peu le bien qu'elle va visiter, analyser le secteur et avoir une idée un petit peu de ce qu'elle visite. Donc sur Internet, on a accès à plein de logiciels qui sont gratuits, qui permettent de savoir combien vaut l'immobilier dans ce secteur-là. Ça peut être à l'adresse même. Ça reste que c'est une fourchette. Des fois, c'est un râteau dans certaines villes. Quand il n'y a pas beaucoup de transactions, ils n'ont pas beaucoup de données dessus. Mais en tout cas, tu sais que la maison que tu as visitée, ben, que le prix au mètre carré, en moyenne, il est entre 2005 et 3005 du mètre carré. Ça te fait une petite fourchette. Voilà, tu te dis, bon, ok, je sais à peu près combien ça peut valoir. Et ensuite, tu vois aussi toutes les ventes qui ont été effectuées dans le secteur.
Tu as un logiciel qui retrace, un logiciel de l'État, qui permet de savoir les transactions qui ont lieu dans ce secteur-là. Donc déjà, tu vas avoir une idée de combien vaut le logement, combien peut valoir le logement, et combien tu peux le revendre. Ensuite, tu vas aussi t'aider, je donne des petits tips, mais des annonces qui sont en vente aussi dans le secteur. C'est-à-dire que tu vas aller sur Le Bon Coin, par exemple. Toi, tu sais que tu as visité une maison qui fait 100 mètres carrés, qui est située sur le haut de ta ville. Tu connais un petit peu ta ville, tu t'arrives à repérer un petit peu où sont les maisons qui sont en vente. Du coup, tu vas aller sur Le Bon Coin et tu vas regarder toutes les maisons qui font entre 80 et 130 mètres carrés. Tu vas mettre des critères et tu vas voir toutes les maisons qui sont rénovées, combien elles valent. Alors voilà, elles valent, je sais pas, 4000 du mètre. Bah, tu sais que toi, tu sais voilà combien le bien t'est proposé et si ça peut être intéressant pour faire une opération. Donc tu dis, bah écoute, moi je visite une maison à 2000 euros du mètre carré. Les maisons dans le secteur, elles ont l'air de partir pour la première estimation à 4000 du mètre. Donc je sais que j'ai potentiellement un excédent de 2000 euros du mètre carré avant négociation. Et ensuite, bah, toi, tu vas négocier, tu vas travailler tes devis de travaux et ainsi de suite pour faire une opération de marchand de biens et revendre plus cher que ce que tu as vendu. Enfin, de revendre plus cher que ce que tu as acheté. C'est très simplifié, c'est très, je le dis aussi à l'oral, c'est pas évident de le dire à l'oral. Mais en tout cas, moi, je vais faire toujours une pré-analyse avant de visiter, de sorte à savoir ce que je visite. Et je sais généralement quand je visite, eh bien, j'ai déjà une idée de combien du budget travaux que j'ai et aussi de combien je vais pouvoir revendre le logement. Ou à peu près, quoi. Ok, ça c'est ultra intéressant et moi-même je sais, étant participant de ton accompagnement, à quel point les process que tu as établis pour sélectionner un bien, pour savoir s'il est rentable et après la revente derrière, enfin, tout est très calculé, c'est un business qui est très rationnel et l'avantage c'est que quand on a les bonnes stratégies, j'imagine, derrière, c'est beaucoup plus simple de prévoir une opération et de savoir quel niveau de marge on va avoir. Mais c'est vrai que ça reste quand même aussi un business qui est assez risqué et personne ne devrait se lancer, je pense, dans le marchand sans avoir les bonnes informations au préalable. Et ça me permet justement de rebondir sur toi, ce que tu proposes, parce qu'actuellement, du coup, tu as l'activité de marchand. Tu accompagnes aussi des personnes à faire exactement ce que toi, tu as fait. Est-ce que tu peux me parler de ce que tu proposes en termes d'accompagnement aux personnes qui souhaitent se lancer dans le marchand? Ouais, tout à fait. Alors, juste pour rebondir, effectivement, c'est très rationnel comme activité. Ça veut dire que on a des données, on a des statistiques, on a des données et on se base là-dessus. En revanche, on est quand même sur un marché. Le marché immobilier en France, il est assez stable. On n'est pas sur de la crypto. La crypto, on est quasiment à 100 000 dollars le Bitcoin. Il y a quelques mois, on était à 40 000 euros le Bitcoin. Donc, on n'est pas sur le même marché. Ok, on est sur un marché qui fluctue dans l'immobilier, mais très doucement, pas sur l'échelle d'une année ou de 2 ans, 5 ans. Donc on a quand même de la visibilité assez importante. Et nous, l'achat-revente, on va acheter et revendre rapidement. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas avoir de l'immobilier qui se casse la gueule, à part s'il y a un crash économique, à part s'il y a une guerre où on n'est pas à l'abri de ça. Mais dans tous les cas, si c'est le cas, pour tout business, c'est pas top. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, on reste sur quelque chose d'assez linéaire quand même. Voilà. Maintenant, ce que je propose, je fais de la formation et de l'accompagnement pour des personnes qui souhaitent se lancer dans l'achat-revente immobilier. Que ce soit à titre personnel, donc en nom propre, des personnes qui veulent faire de l'achat-revente sans créer de structure, et des personnes qui veulent créer une structure de marchand de biens et se lancer dans l'activité de marchand de biens, ou faire grossir leur activité immobilière avec de l'achat-revente. Ils sont déjà marchands de biens, ils veulent scaler et aller un peu plus loin, ils me contactent. Les personnes, je les accompagne de l'achat jusqu'à la revente d'un bien immobilier. On est une communauté, tu connais très bien, hein, maintenant on est quasiment 150 dans l'accompagnement, et on se tire tous vers le haut. Il y a des très bons résultats, des excellents résultats, et il y a un suivi de sorte à ce que les personnes, elles sont suivies tout au long de leur parcours, toutes les semaines, pour que ça fonctionne et pour les emmener à leur objectif, qui est la revente du bien. Bien sûr, ok, très clair. Et quand je me mets à la place d'une personne justement qui s'intéresse à l'immobilier mais qui ne sait pas encore exactement qu'est-ce qu'il veut faire, il y a aussi cette contrainte du fait que lever de l'argent, c'est pas forcément simple, enfin, du moins de premier abord, notamment quand on veut passer un investissement locatif. Actuellement, les taux sont quand même assez élevés, les banques sont assez frileuses pour prêter. Est-ce que dans le marchand, c'est la même chose ou il y a d'autres possibilités qui nous permettent de lever de l'argent plus facilement sans avoir de situation qui est stable? Il faut savoir que le financement, c'est aussi une pierre angulaire d'un projet immobilier, comme tu le connais très bien, hein, où ça va rester quand même une des difficultés d'un projet. On a trouvé le bien, ensuite on lève de l'argent et ensuite on revend. Donc c'est les trois étapes clés un petit peu d'un projet. Mais en marchand de biens, on a plusieurs solutions. On passe par des banques, sinon on passe par des sociétés privées, type plateforme de crowdfunding. On passe aussi par des
type family office, des personnes qui travaillent avec des fonds d'investissement. On passe aussi par des investisseurs privés, des personnes qui ont de l'argent. Ça peut être ta mère qui a 20 000 euros à te prêter, que tu vas lui emprunter de l'argent via un contrat et tu vas lui rembourser cet argent plus des intérêts. Ou ça peut être une personne que tu connais pas vraiment, mais tu arrives à la démarcher, et ainsi de suite. Donc on a accès à plusieurs solutions de financement pour faire de l'achat-revente. Ok, d'accord. Donc, il y a quand même moins de limites et moins de contraintes par rapport à l'investissement locatif, j'imagine quoi. Il y en a plus de solutions. En revanche, ils prennent en compte différents critères, différents facteurs qui va faire qu'il va falloir avoir un vrai projet où on se fait de l'argent dessus parce que le projet va être analysé. Et voilà, donc il faut arriver avec un vrai projet. Une fois qu'on a le projet, là, on peut se faire financer. Mais en tout cas, voilà, on finance pas un projet de marchand s'il tient pas la route et si c'est pas carré, quoi. Ouais, bien sûr, ça reste quand même un jeu où est-ce qu'il y a justement de l'argent en jeu. Donc derrière, forcément, les personnes qui prêtent, ils doivent être rassurées. Mais à partir du moment où on sait exactement où est-ce qu'on veut aller, on sait créer un bon business plan et qu'on maîtrise le sujet, théoriquement, tout peut aller, quoi. Tout à fait, exactement. Trop bien. Et justement, on parlait, et on va revenir un petit peu en arrière. Ça va me permettre de rebondir sur ce que tu faisais avant, parce que tu as un parcours quand même qui est assez atypique dans le sens où tu n'as pas toujours fait que de l'immobilier. Tu as aussi été à l'armée. Et il y a beaucoup de personnes qui se cherchent aujourd'hui et qui ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire. Surtout la jeune génération, je crois en partie, nous, les personnes qui nous suivent. Il y a plein de personnes qui ne savent pas encore exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire. Toi, ça t'a apporté quoi, l'armée, dans l'immobilier et même dans l'entrepreneuriat actuellement? Alors, moi j'étais pareil, pendant très longtemps, je savais pas quoi faire de ma vie. Très très longtemps. J'ai jamais eu vraiment de rêve de je veux être ça plus tard ou comme beaucoup de gamins. Donc c'était un peu compliqué. Et en fait, je suis parti à l'armée. J'avais envie depuis des années de rentrer à l'armée. Et du coup, j'y suis rentré. Et ça m'a bien servi parce que moi, quand j'étais adolescent, j'étais un jeune très gentil, hein, toujours très gentil, respectueux, mais je commençais à faire des bêtises. J'étais un peu livré à moi-même, j'avais pas de papa et ainsi de suite. Donc ça veut dire que j'aimais bien me bagarrer, j'aimais bien pas du tout à l'opposé de ce que je suis maintenant, quand tu me vois comme ça. D'ailleurs, et je suis parti à l'armée, ça m'a fait énormément de bien parce que je savais que j'avais besoin de cadre. Je le savais très bien. Je me suis dit, je commence à faire des bêtises qui sont bien plus grosses que qui je suis et que ce que je peux faire. Je suis pas du tout je suis issu d'une famille d'agriculteurs, hein. Donc on est à la base, on est des gens simples. Et du coup, je commençais à faire des bêtises, pas très grosses et rien de bien inquiétant, mais bon, fallait quand même se prendre en main. Et du coup, je savais que l'armée allait me cadrer. Et j'allais avoir cette rigidité peut-être qu'un père aurait pu me donner quand j'étais gamin. Et effectivement, j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc, j'étais le bon élève pour ça, hein. D'ailleurs, à l'armée, dans le régiment, j'étais dans un régiment très pointu de l'armée française, hein. C'est un régiment le plus connu. Il y a beaucoup de personnes qui veulent rentrer dedans chaque année. Et en fait, on nous a dit dès qu'on est rentré, hein, votre mère et votre père vous ont éduqué. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout casser le travail qu'ils ont fait pendant ces années-là. Et on va vous reprendre entièrement, on va refaire votre éducation à 100%. Donc il y a plein de gens à écouter comme ça, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes quand ils rentrent à l'armée, ils vont chercher ça aussi. Et voilà, donc en fait, après tu marches droit, quoi, hein. Puis tu t'apprends à tirer tous les jours, donc tu deviens vite, comment dire, tu passes vite d'un monde d'adolescents à faire des bêtises, pour mon cas, et à quelqu'un de responsable avec une arme dans les mains. Moi j'avais un fusil de précision, je suis parti très tôt dans des pays en guerre où j'ai vu la misère. Après, t'as plus le droit de te plaindre, tu te plains plus, parce que tu vois ce qui se passe à côté et tu dis, mais je bénis Dieu d'être né français, d'avoir une maman qui m'aime, j'aime ma famille, j'aime mes amis, j'aime tout le monde. Et voilà, et du coup, ça te recentre, ça te remet à ta place. Et voilà, donc ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des personnes, donc je suis sorti de l'armée complètement transformé. Tout le monde me le disait d'ailleurs, tout le monde me disait, t'es pas du tout la même personne. Et tu sors homme de l'armée, parce que du coup, moi, quand je suis parti en mission, la première fois, j'avais 20 ans. Et la plupart des problématiques de mes anciens potes du civil, c'était qu'ils avaient oublié je sais pas, leur livre d'école ou que leur sac était trop lourd pour aller à l'école tous les jours. Moi, c'était des choses bien plus importantes que ça ou bien plus problématiques. Mon chargeur est pas assez chargé alors que je me fais tirer dessus. J'ai pas assez de munitions, j'ai pas d'eau et alors qu'on part pendant 7 jours en un fin fond de l'Afrique. Des choses plus complexes. Donc quand tu rentres, t'es complètement déphasé. T'es pas du tout sur la même longueur d'onde. Ouais, bien sûr. Et du coup, voilà. Donc, le retour est très compliqué, les retours de mission, le retour de l'armée, quand tu es jeune. Et en fait, donc, ça m'a servi. Il y a des personnes, quand elles sortent de l'armée, elles sont un peu déphasées. Quand on part en mission et qu'on fait des choses que très peu de militaires font. Et bien, enfin, parce que du coup, pas tout le monde est soumis à des conflits, va dans des théâtres sous le feu et ainsi de suite. Quand on peut sortir et se retrouver dans le milieu civil après ça, eh bien, ça peut être compliqué. Il y a des personnes qui peuvent être un peu déphasées, ouais, un peu trop.
J'avais une question par rapport au retour à la vie civile. Comment ça s'est passé pour toi le retour à la vie civile? En fait, il y avait plusieurs phases. Les retours les plus compliqués, c'était quand j'étais toujours à l'armée, les retours de mission. Parce que là, tu rentres, ta mère, elle a regardé la seule info qu'elle avait, c'était sur BFM TV, où on n'avait pas souvent accès au téléphone, ou très peu, surtout à l'époque, c'était en 2010, 2011, donc on avait moins le téléphone, on avait moins d'iPhone, enfin de smartphone en fait, hein, c'était complètement différent. D'ailleurs, on n'avait pas nos téléphones. À l'époque, il n'y avait pas Instagram, TikTok, c'était complètement différent, la vie. D'ailleurs, j'ai très peu de pour information, hein, j'ai très peu de photos et de vidéos qui relatent mon parcours à l'armée. Parce que d'une, on n'avait pas le droit au téléphone à l'armée. Et ensuite, on n'était pas du tout. Maintenant, quand je vois des militaires, ça me fait halluciner. Ils se prennent en photo. Nous, tu faisais ça, tu te faisais éclater, quoi. Parce que t'as pas le droit de te la péter. Enfin, reste à ta place, et tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà. Et donc, quand tu rentres de mission, pour rebondir là-dessus, hein, là, c'est là où c'est très compliqué parce que tu arrives chez toi, personne sait ce que tu as fait, et ce que tu as fait pendant 3 à 6 mois, c'était complètement lunaire. Et du coup, ça peut être problématique pour beaucoup de personnes. Ouais. Beaucoup de personnes. Donc, moi, j'ai fait des chocs post-traumatiques, syndrome post-traumatique. Tu fais des choses que tu pensais jamais faire, jamais voir, et ainsi de suite. Donc, faut te sortir de là quand tu es jeune, et souvent, tu es très peu épaulé, parce que tu restes une personne d'ego, et ainsi de suite. Aux États-Unis, ils sont beaucoup aidés. Il y a des professionnels de santé qui sont là pour aider les retours de mission. En France, beaucoup moins. Donc, et en plus, tu as un truc d'ego. Ça veut dire que si tu as besoin d'aide, tu dis pas trop que tu as besoin d'aide, et tu dis que ça va, mais en fait, ça va pas tout le temps. Et quand je suis parti de l'armée après 5 ans, écoute, ça a été, j'ai mis du temps, j'ai mis à peu près 3 ans en tout pour vraiment sortir et pour être vraiment qu'il y ait une rupture avec l'armée. Parce qu'au début, t'as plein de choses, t'es vraiment différent à l'armée. Dans le régiment où j'étais, c'était complètement différent que le civil. La façon de se tenir, la façon de parler, la façon de communiquer avec une personne, la façon de marcher, la façon de s'adresser à une personne. À l'armée, tu vois tout le monde, tout est supérieur. Quand tu rentres dans le monde civil et que tu travailles, comme je travaille dans la restauration et que tu vois juste ton supérieur, mais supérieur, le mec qui a le même âge que toi, c'est juste que ça fait un an de plus que toi qu'il est qu'il est dans le resto. C'était impossible de le tutoyer, je le voyais constamment. Enfin, il y a vraiment un gros décalage, quoi. Il y a plein de bons avantages, hein. L'avantage, c'est qu'un militaire, généralement, il tient ses responsabilités, il est toujours présent, toujours disponible, toujours là, il va jamais te la faire à l'envers, on peut compter sur lui, il n'a pas peur de travailler dur, il est jamais fatigué, enfin il y a plein de choses super positives. Mais ouais, le retour, il y a un décalage, et encore une fois, l'armée, on dit l'armée a 400 métiers, et c'est le cas. À l'armée, tu as des cuisiniers qui vont jamais avoir le même, ils vont jamais s'entraîner aussi dur que je me suis entraîné, ils vont jamais voir ce que j'ai vu, ils vont jamais réfléchir à quoi j'ai réfléchi, ils vont jamais avoir les pensées que j'ai eues à des moments. Et t'as des mecs qui partent en opération comme moi, tu vois. Donc en fait, il y a un vrai niveau dans l'armée, il y a beaucoup de personnes dans l'armée française, et l'armée française peut intéresser beaucoup de personnes. On n'est pas obligé de faire de l'opérationnel et partir. Nous, on était les premiers à partir en France à chaque fois. Donc en fait, on était d'alerte très souvent. Ça veut dire que si il y avait quelque chose qui éclatait à l'étranger, en 6 ou 12 heures, on montait dans l'avion et on partait plusieurs mois à l'étranger. Donc nous, on était tout le temps d'alerte. On avait tout le temps notre sac, très souvent notre sac qui était fait au pied de notre lit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok. Et du coup voilà. Donc c'est pas du tout les mêmes situations, suivant ce qu'on choisit à l'armée, quoi. Bien sûr, ok. Donc en fait, ça peut vraiment être à double tranchant. Ça t'apporte énormément, mais dans le cas où est-ce que tu n'es pas en mesure de te remettre en question ou du moins d'avoir suffisamment de recul pour revenir à la vie civile, ça peut être aussi très compliqué de ce que j'entends. Et en l'état, justement, est-ce que tu penses que tu aurais fait ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire du marchand et le succès aussi que tu as dans ta vie si tu ne serais pas allé à l'armée? C'est une très bonne question. Non, je pense que mon parcours, je suis qui je suis actuellement parce que j'ai ce parcours-là, tu vois. Si j'avais pas eu la même éducation, si j'avais pas eu le même parcours, même la même expérience, j'aurais pas la même vie. Voilà. Donc, si c'était à refaire, bien évidemment, je le referais. Notamment l'armée, sans aucun doute. Ouais, bien sûr, ok, ouais. Ok, trop bien. Si on reprend aujourd'hui par rapport à ta vie de marchand, c'est quoi une journée type dans la vie d'un marchand de biens, dans ta vie? Alors, moi j'ai deux activités, celle de marchand de biens et celle de personnes qui accompagnent et qui forment des marchands de biens. Donc j'ai un peu de travail, hein. Je me suis entouré, donc j'ai des personnes qui m'épaulent pour faire certaines tâches, sinon je peux pas tout faire. Dans l'achat-revente, dans le marchand de biens, c'est simple, on a une grosse partie où on a une grosse phase où on recherche des biens. Une fois qu'on a cherché les biens, on a une journée type, c'est quoi?
Généralement, moi, j'ai mes bureaux qui sont pas chez moi, pas dans ma maison. Du coup, je pars le matin, je vais à mon bureau. Là, je retrouve deux autres personnes, on est trois dans le bureau. Et on travaille sur des tâches. Chacun a ses tâches, chacun est autonome. Je les drive, je leur donne la direction et ensuite ils sont autonomes parce qu'ils sont bons dans leur domaine. Et voilà, on mange au bureau. Il y a un resto à côté du bureau, on mange le midi là. Et puis on revient après, généralement, on mange pendant 30 minutes, on revient au bureau et puis on bosse jusqu'au soir. Le soir, souvent, moi j'ai des visios le soir, donc je peux rester jusqu'à 22 heures au bureau. Et voilà. Et ensuite, les personnes qui bossent avec moi, bah pareil, elles peuvent rester très tard, elles peuvent partir plus tôt en fonction des tâches qu'elles ont et de ce qu'elles font. Donc Yes. voilà. Après, tu vois, c'est toujours pareil, je suis à mon compte, donc je travaille. En règle générale, j'ai jamais autant travaillé que maintenant, à part quand j'étais à l'armée, où je travaillais bien plus, même la nuit. Mais en tout cas, je fais des grosses plages horaires. Mais tu vois, ce matin, on est mercredi, le jour où on tourne cette vidéo. Et ce matin, de 9 h à 10 h, j'ai emmené mon fils à la baby gym. Donc ça Yes. permet cette flexibilité parce que généralement, c'est pas moi qui les couche, je les vois pas le soir. Des fois, je les vois pas le matin, je pars souvent plus tôt. Donc j'arrive à moduler pour essayer de les voir un petit peu quand même. Ok, ouais, justement, ça c'est une question que j'avais aussi par rapport à ta vie perso, parce que je pense qu'en fait, tu as même quasiment trois activités. Tu as celle de marchand, celle de coach, mais aussi celle où tu as une vie de famille. Et tu arrives à avoir un bon équilibre avec ta vie de famille, même si tu travailles beaucoup. Comment tu fais? Alors, j'essaie d'être un bon entrepreneur, un bon mari, je suis marié, un bon père, un bon frère, un bon fils et tout ce qui va avec. C'est pas évident, on n'est jamais bon partout, loin de là. En revanche, j'essaie d'être équilibré et c'est pas évident parce que moi j'ai deux enfants en bas âge et j'ai ma femme qui travaille toujours à côté. Elle gère bien plus tout ce qui se passe à la maison que moi. On fait en sorte, souvent on cadre, notre rythme de vie est calqué sur moi et sur mon emploi du temps, et ainsi de suite. Et du coup, ben, voilà, c'est un peu le deal, quoi. C'est un peu le deal. Ça veut dire que ben, on a choisi un peu, on mise sur un cheval chez moi, enfin dans mon foyer, qui est moi. Ça veut dire que c'est mon activité que je pousse à fond pour l'emmener assez loin. Mais par contre, à côté, on n'a pas de grands-parents sur place. Ça veut dire qu'on n'a pas la chance d'envoyer nos enfants chez les grands-parents quand on veut. Mais en tout cas, on met quand même les moyens nécessaires pour se soulager quelques tâches. Et voilà. Mais ouais, bien sûr, c'est un vrai taf, être parent de deux enfants en bas âge. Toutes les personnes, je sais pas s'il y a des parents qui vont voir ça, mais j'ai un fils qui a 1 an, un autre fils qui a 2 ans. Il y en a qui ont juste un fils et c'est déjà compliqué à cet âge-là, donc ouais. Ouais, pour moi, c'est pareil, j'ai trois enfants. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, mais Ça pour aurait l'instant, pu. je n'ai pas encore, justement, j'en profite pour Fayard, mais ça me laisse plus de temps. Et ça, c'est bah, ouais, forcément, du coup, ça joue beaucoup sur ton entourage, j'imagine. Et je rebondis sur un point que tu as énoncé juste avant, où tu parlais que ça te permettait de pousser justement cette activité, donc ce que tu fais dans la vie. C'est quoi ta vision de tes activités pro, de comment est-ce que tu te vois dans les prochaines années, que ce soit dans le marchand ou dans la vie plutôt perso? Marchand de biens, c'est quelque chose, c'est bien évidemment ce que je vais développer enfin, ce que je développe à 4000%. Ça veut dire que dans les prochaines années, dans 10 ans, je me vois bien être un des plus gros du secteur de la côte, enfin, du 06 du moins. En tout cas, c'est les moyens que je me donne. Dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans, ça prendra du temps. Je suis pas non plus je suis pas le genre de personne à vouloir tout trop vite. Ça veut dire que ça demande énormément de temps de tout faire, mais en tout cas, voilà, je travaille plus que beaucoup de personnes et du coup, je pense que ça paye forcément et ça paiera forcément toute ma vie. Et ensuite, pour l'accompagnement, de toujours accompagner des personnes, toujours apporter de la valeur. Et puis, je pense que j'ai un accompagnement par rapport, je regarde les concurrents que je peux avoir sur le marché francophone. Ils ont pas mal de, voilà, je propose des choses, je suis pas mal, comment dire, et j'innove beaucoup de ce qui se fait à côté. Les résultats, je pense que le pourcentage de résultats est bien plus important que ce qui se fait à côté. Donc voilà, ça va continuer et je vais le développer encore à 200%. Ouais. Ouais, bien sûr. Bah, c'est vrai que pour le coup, si je peux rebondir par rapport à ça, c'est que tu as quelque chose que peu de personnes ont aussi, j'imagine, sur cet aspect accompagnement, c'est qu'il y a de la proximité et tu es vraiment là pour aider les gens, alors qu'il y a certaines personnes qui vendent des formations sur le marché francophone et j'en connais aussi d'autres qui font du marchand, qui ne sont pas présents, font simplement des vidéos et forcément, bah, c'est toujours plus simple et toujours plus pertinent d'avoir des personnes qui sont derrière pour nous aider. Et c'est vrai que pour rebondir aussi par rapport à ta vision d'être un des plus gros du 06, au final, si tu es un des plus gros marchands sur ton secteur, tu seras aussi, j'imagine, un des plus gros marchands de France parce que sur ton secteur, c'est quasiment plus concurrentiel. Comment est-ce que tu fais justement pour gérer Ouais, alors, en vrai, enfin, le plus gros, et en vrai, je dis ça, mais je veux pas forcément être le. Enfin, si j'ai envie d'être le number one, c'est ma philosophie de base. Mais ouais, c'est un très très gros secteur. Un gros secteur aussi, c'est Paris.
Ouais. Pareil, il y a des gros poissons, sont pareils, donc voilà. Mais en tout cas, juste continuer mon activité et puis de faire quelque chose d'exceptionnel, c'est déjà très bien. Ok, trop bien. Et est-ce que tu aurais un conseil que tu pourrais donner au toi d'avant? C'est de croire en ses rêves à 2000% parce je suis convaincu qu'ils sont tous atteignables. Ok, ouais. Faut juste se donner les moyens et travailler plus que la moyenne. Ouais, trop bien. Et un conseil que tu pourrais donner à des personnes qui nous regardent, qui peut-être s'identifient au toi d'avant? Bah, toujours pareil, hein, que même s'ils sont pas dans la situation, ils n'ont pas le bon contexte familial, ils n'ont pas les meilleurs potes pour les emmener là où ils veulent aller, ils se sentent différents, ils sentent qu'ils ont des envies différentes, qu'ils sont pas au bon endroit, pas à la bonne place, pas dans la bonne ville, plein de choses. C'était mon cas en fait, hein. C'était que moi je viens d'un village de 2000 habitants, il y a que des agriculteurs que j'adore et tout, mais enfin, je veux dire, je viens d'un milieu complètement différent. Eh bien, faut juste être convaincu enfin, que cette personne, faut juste qu'il soit convaincu qu'il va y arriver et que vraiment il travaille. Donc le travail, ça passe au début, c'est compliqué de travailler sur rien. Et il faut juste avoir une vision, c'est le plus important. Savoir où on veut aller. La vision, c'est ben, j'ai envie de, on peut être attaché à plein de choses. Ça peut être quelque chose d'assez profond, tu vois. Moi, ce qui me lève tous les matins, c'est de montrer aux jeunes que tout est possible, vraiment. Parce que là, on me voit comme ça, mais personne n'aurait misé un centime sur moi. Et loin de là, hein. J'ai toujours été le dernier de ma classe et tout, hein. Enfin, je viens de méga loin en vrai, tu vois, sur plein de choses. Donc voilà. Et moi, j'ai toujours ce côté un peu, pas revanchard sur la vie, mais un petit peu quand même où je me dis, j'ai envie de me prouver, j'ai envie de montrer aux autres qu'ils avaient tort et qu'on peut aller plus loin. Maintenant, j'ai même envie de racheter mon école, mon lycée, tu vois, juste pour montrer que c'est moi le king, tu vois. Et voilà, faut juste croire en ses rêves, avoir une vision et tout faire pour les atteindre. S'entourer de bonnes personnes, même des personnes plus âgées, rencontrer, faire des sports qui te permettent d'être entouré de personnes qui va correspondre un petit peu à tes attentes. L'école, moi j'ai pas fait d'école, mais du coup ça me permet maintenant de beaucoup apprendre. Il y en a beaucoup qui sont poussés les études très loin. Et après, ben, j'ai étudié pendant 15 ans, enfin, 10 ans après le bac. Là, je veux plus jamais ouvrir un bouquin, quoi. Ben, moi, c'est un peu l'inverse. Vu que je l'ai peu fait avant, ben, maintenant, je me dis, ok, j'engrange pas mal de connaissances. Et que tu aies fait des études ou pas, continue à apprendre, continue à te former, à te former, à te former, à te former. Et c'est mathématique. Si tu fais plus que la moyenne, tu auras un résultat qui sera plus important que la moyenne. C'est sûr et certain. Je rejoins complètement ce que tu dis parce que c'est vrai que nous, on a l'appétence de s'entourer de personnes qui sont meilleures que nous. Et il y a des personnes qui sont très loin par rapport à nous, y compris toi, y compris d'autres personnes aussi qui sont dans différents domaines, toujours dans l'entrepreneuriat et même dans le sport. Et en fait, ce qui est trop puissant, c'est que j'ai l'impression que le point commun entre toutes ces personnes, y compris toi, pardon, c'est que vous avez une croyance dans le fait que vous allez réellement atteindre tout ce que vous voulez. Et le fait de véritablement croire en soi, ça fait une différence qui est énorme parce que ça nous ouvre à tout un spectre qu'on n'aurait pas pu voir dans le cas où est-ce qu'on se ferme en disant non, c'est pas possible pour moi parce que je suis pas à la hauteur pour X ou X raison. Et en fait, là, enfin, toi, dans ta manière de voir les choses, j'ai l'impression, et les personnes qui ont des gros résultats, c'est des personnes qui se mettent aucune limite et qui n'ont vraiment aucune limite en eux. Donc, je pense que c'est un très très bon mot de fin. Est-ce que David, tu pourrais juste nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as une chaîne YouTube, un compte Insta? Ouais, carrément. Alors moi, je suis sur Instagram surtout. C'est David Villain avec deux L, VI2LIN. Et sur YouTube aussi. J'ai une petite chaîne YouTube que je développe aussi, qui est David Villain. Je crois qu'il y a un 1 à la fin, David Villain 1. Voilà. Le David Villain devait être pris. Alors du coup, j'ai dû mettre autre chose derrière. Puis voilà. Ok, trop bien. Bah, je mettrai tous tes liens en description. Il y a Instagram, il y a YouTube, comme ça les gens pourront te retrouver. Et puis si jamais ils sont intéressés par ce que tu fais et par développer une activité de marchand ou passer leur première opération d'achat-revente, ils savent exactement où est-ce qu'il faut aller. Même nous, du coup, on a suivi l'accompagnement. Et honnêtement, bon, c'est pas rediriger vers le marchand, finalement, c'est plus à la location de produits atypiques parce que ça fonctionne. Enfin, ça match par rapport à la conciergerie. Mais j'ai pas de doute sur le fait que si on aurait suivi pour passer une opération de marchand, ça aurait fonctionné. Et puis même, je vois les résultats dans les personnes dans le groupe, donc c'est trop trop bien. Bah écoute, David, merci pour ton temps. C'était Martin de Conciergerie. Merci David. On se dit à la prochaine. Ciao. Merci à toi. Ciao, ciao.